Bonjour tout le monde. Donc, on va commencer par, je vais me présenter rapidement et puis après, on entrera dans le vif du sujet de la meilleure façon de rédiger un CV pour le marché néerlandais. Donc, moi, je suis Sarah Ailefida, je suis consultante de carrière. J'ai été recruteuse jusqu'à décembre dernier à la Chambre de commerce franco-néerlandaise et je suis présidente bénévole d'une fondation qui s'appelle Avenir Emploi Pays-Bas, dont l'objectif est d'accompagner les francophones dans leur insertion sur le marché de l'emploi néerlandais. Au cours de ma carrière, j'ai eu 6 métiers différents. Alors, je vous prie de m'excuser, il y a un de mes chats qui a décidé de miauler, donc si vous l'entendez, je suis désolée. Donc, au cours de ma carrière, j'ai eu 6 métiers différents. J'ai été éditrice, j'ai été chercheuse, et aujourd'hui, je suis consultante de carrière. J'accompagne les reconversions principalement ou les recherches d'emploi difficiles des femmes. Je travaille majoritairement avec des femmes. J'ai créé une communauté de presque 1600 entrepreneurs francophones aux Pays-Bas et j'organise des activités proposées par la Fondation Avenir Emploi Pays-Bas que je préside depuis 2015. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous apprendre à présenter votre CV pour le marché néerlandais, utiliser les bons mots-clés, ça c'est super important, vous verrez pourquoi au fil de la présentation. Comment présenter au mieux vos expériences, rédiger un profil, je vais vous expliquer ce que c'est et pourquoi c'est important, et comment mettre en valeur vos compétences sur votre CV. Alors, la partie la moins importante, et c'est pourtant celle sur laquelle on nous pose le plus de questions, c'est l'apparence du CV. Euh, Souvent, on me demande une page, 2 pages, quel template utiliser, est-ce que je mets une photo, pas de photo, etc. Sauf que l'apparence du CV, c'est vraiment le truc le moins intéressant du CV, en fait. Personne n'a jamais décroché un entretien parce que son CV était joli à regarder. Ce qui est intéressant dans le CV, c'est évidemment le fond, le contenu, ce que vous allez y mettre et surtout comment vous allez valoriser votre expérience et vos compétences. Donc, on va quand même regarder le format du CV de haut en bas pour vous donner une idée de ce qui est important. Et après, on rentrera davantage sur les questions de fond, en fait, sur ce qui est important de mettre et de dire sur votre CV. Donc évidemment, sur votre CV doivent apparaître votre nom, vos coordonnées à jour. J'insiste sur à jour et vérifiez toujours votre numéro de téléphone et votre adresse email. Ça arrive régulièrement qu'il y ait un chiffre qui soit changé dans le numéro de téléphone et on ne peut pas vous joindre, ou que l'adresse email soit plus à jour. Donc hyper important, coordonnées à jour, votre nom aussi, qu'on sache à qui appartient ce CV en fait. Donc, un résumé, un titre, d'abord que je n'ai pas mentionné ici, un titre sur votre CV, j'en parlerai tout à l'heure, un résumé ou un profil professionnel, c'est-à-dire quelques lignes qui apparaissent sous le titre pour en dire un petit peu plus sur vous et votre parcours, éventuellement une liste de compétences, votre expérience, c'est-à-dire vos différentes expériences professionnelles, votre formation, votre éducation, vos activités bénévoles ou alors vos hobbies ou vos centres d'intérêt. Donc, je crois qu'il y a une question qui a été posée. Alors, je vais aller voir ce que ça donne. Question, hop. Est-ce que le CV au format Europapass est reconnu commun? Alors, j'en ai vu des CV au format Europapass et en fait, je ne comprends pas l'intérêt de ce format. Pour être très, très transparente dans ma réponse, je trouve que alors, ceux que j'ai vus après, c'est peut-être la façon dont les personnes les avaient remplis, hein. Mais ceux que j'ai vus ne me donnaient pas assez d'informations, en fait, sur le candidat et la candidate. Donc, j'aurais tendance à dire, évitez les formats tout faits comme ça et prenez le temps de rédiger votre CV. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais honnêtement, j'en ai pas vu un seul qui était complet en fait de CV au format Europapass. Donc, est-ce que ça vient du format qui est donné ou est-ce que ça vient de la personne? Je ne saurais pas dire, mais voilà. Alors, donc votre CV, comme j'ai dit, en haut, votre nom, vos coordonnées à jour, le titre, le résumé ou le profil, ça dépend. Il y a des gens qui appellent ça un résumé, des personnes qui appellent ça un profil, avant d'attaquer vos expériences en fait. Donc, le profil. C'est fondamental. À mon avis, c'est la partie la plus importante du CV parce que c'est là que vous allez donner à voir qui vous êtes en tant que professionnel,
ce que vous allez apporter à l'entreprise avec des expériences et vos compétences et vos qualités et les résultats que vous obtenez. Donc, je vous ai mis un très court profil en dessous en anglais, hein, parce que de toute façon, si vous faites un CV aux Pays-Bas, il faut que ce CV soit en anglais. Donc, je vous ai mis un court profil dessous pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble. Il y a un truc que je n'ai pas mentionné là dans cette présentation et sur lequel je voudrais aussi insister, c'est que votre CV, le titre que vous donnez à votre CV, c'est le titre de l'offre à laquelle vous répondez. Ce n'est pas le titre de votre poste précédent ou de votre poste actuel. C'est le titre de l'offre à laquelle vous répondez. Donc, si vous répondez à une offre de Customer Success Manager, le titre de votre CV, c'est Customer Success Manager. Si dans l'offre d'emploi, il y a des compétences qui sont demandées ou des qualifications ou des expériences qui sont considérées comme étant des prérequis ou qui semblent importants, vous pouvez les utiliser en sous-titres. Imaginons que vous répondiez à un poste de sales manager et que on attend de vous que vous ayez travaillé à l'international parce que c'est un poste qui va être à l'international. Vous pouvez très bien mettre sales manager avec une expérience de 10 ans à l'international, anglais courant par exemple. Comme ça, vous avez le titre et le sous-titre qui répondent directement à des prérequis qui sont importants dans l'offre. Ça, c'était pour le titre et le sous-titre. Pour en revenir maintenant au résumé, dans le résumé, vous allez aborder 3 points. Vous allez montrer que vous avez compris quels étaient les besoins de l'offre et du poste et vous allez montrer ce que vous allez apporter à l'entreprise. Donc, vous pouvez donner comme exemple une compétence ou un résultat que vous avez obtenu dans un poste similaire. Ce qui est important avec le profil, c'est que c'est un peu la bande-annonce de votre CV en fait. C'est-à-dire que vous avez tous entendu dire, j'imagine que les recruteurs passent à peine quelques secondes à la première lecture d'un CV. C'est en partie vrai, ça dépend un peu des conditions de travail du recruteur. Donc, ce que vous voulez, c'est que dès le premier aperçu de votre CV, la personne se dise, OK, j'ai envie de lire ce CV en entier, il me semble intéressant. Et puis ensuite, ce que vous voulez, c'est que cette personne se dise, je vais proposer un entretien parce que le CV me fait penser que cette personne est la bonne personne pour le poste et j'ai envie d'en savoir plus. Et ce qui va vous permettre d'accrocher le recruteur, c'est le titre dont je viens de vous parler et le résumé, dont vous avez un exemple à l'écran actuellement. Est-ce qu'il y a une autre question qui a été posée? Non, c'est bon. OK? Est-ce que jusque-là, c'est clair pour vous ou vous avez déjà des questions sur le sujet? Je vais aller voir aussi, jeter un petit coup d'œil dans le chat. Non, il n'y a rien de nouveau dans le chat apparemment. Ah, alors, je vois que j'ai une question qui vient d'être posée. Oui, résumé et profil, c'est la même chose. Euh, Pourquoi c'est la même chose? Pourquoi j'emploie l'un alternativement avec l'autre? Parce que quand on dit résumé, ça prête à confusion. Souvent, on pense qu'il faut résumer son CV en fait et reprendre son parcours de A à Z dans cette partie-là. Et en fait, pas du tout. Quand je parle de profil, c'est vraiment pour dire j'ai compris quel était l'objectif du poste. Je sais que je suis la bonne personne pour y répondre. D'ailleurs, j'ai obtenu des résultats qui me permettent de dire que j'arriverai à tenir ce poste. Alors, dans le chat, c'est assez clair, c'est clair, c'est assez clair. OK. Bon, alors dans ce cas, on continue. Donc, petite gorgée de café. Ce qui est important à comprendre, ou en tout cas, c'est un état d'esprit que je trouve intéressant d'adopter, c'est que votre CV est une offre de service. C'est-à-dire qu'une entreprise qui recrute est une entreprise qui a un problème. Il lui manque des compétences ou il lui manque une personne avec du temps travaillé sur certaines fonctions et activités de l'entreprise. Vous, votre rôle en tant que personne qui répondait à une offre d'emploi, c'est de montrer à l'entreprise que vous allez pouvoir résoudre son problème. En général, au bout du compte, le problème de l'entreprise, c'est qu'elle veut développer son chiffre d'affaires, développer ses parts de marché, etc. Même si votre rôle n'a rien à voir avec les sales ou avec l'acquisition de nouveaux clients, etc., votre rôle dans l'entreprise va toujours être de participer à son fonctionnement, à son développement, à sa bonne santé économique. Donc, votre rôle quand vous répondez à une offre d'emploi, c'est
de montrer comment vous allez résoudre le problème de l'entreprise. J'ai vu qu'il y a une question. Le résumé doit être une rubrique de 3 ou 4 phrases. Le résumé doit être, ou le profil doit faire entre, alors je ne vais pas forcément parler de phrases, mais il doit faire entre, on va dire, 5 et 8 lignes maximum. Mais réellement, ça dépend beaucoup du poste, ça dépend beaucoup de l'expérience aussi que vous avez. Quand on a 20 ans d'expérience, on a forcément plus de choses à dire que quand on est jeune diplômé. Donc voilà, je dirais, si je devais donner une taille moyenne, ça serait entre 5 et 8 lignes. Et après, vous pouvez rajouter à ça une liste de compétences sous forme de liste à puces, qui peut être directement sous le profil ou ailleurs sur le CV. Mais cette liste à puces, elle ne doit pas être pléthorique, hein, ce n'est pas la peine de mettre 10, 15, 20 compétences. Ce qui est important, c'est de mettre les compétences qui sont nécessaires pour le poste et de les mentionner. Donc, vous en mettez 3 à 6. En général, c'est un bon chiffre. Ça peut être un peu plus. Autour de 3, c'est pas mal. Mais vraiment, que ce soit des compétences ou des qualifications qui sont des prérequis, mettez quelque chose qui est adapté à l'offre d'emploi. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de mettre des compétences que vous avez par ailleurs, mais qui ne sont pas nécessaires pour le poste. Ce que vous voulez, c'est que votre CV soit adapté à cette offre d'emploi à laquelle vous êtes en train de répondre. Donc, une offre égale un CV, toujours. Ne faites pas un CV générique que vous envoyez tous azimuts en espérant qu'à un moment ou à un autre, ça va fonctionner sur une offre d'emploi ou sur une autre. OK? Et adapter le CV à l'offre, on en parlera tout à l'heure, ça passe aussi par l'utilisation de mots-clés, mais je l'aborde un petit peu plus loin. Donc, trop souvent, quand on reçoit des CV, il n'y a pas de hiérarchisation ou de tri qui est fait dans la façon dont les expériences ou les compétences sont présentées. C'est-à-dire que la personne nous envoie un CV qui reprend l'ensemble de son expérience du début jusqu'à la fin, avec autant d'explications ou de détails sur une expérience d'il y a 20 ans que sur la dernière expérience ou sur une expérience qui n'a aucun rapport avec le poste. Pour vous donner mon exemple, je vous ai dit au début que j'avais travaillé dans l'édition. Aujourd'hui, je suis consultante de carrière et j'ai été recruteuse. Imaginons que je postule sur un poste pour être recruteuse aujourd'hui. Mon expérience dans l'édition, qui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, prend une ligne dans mon CV. De telle année à telle année, j'ai été éditrice. Et c'est tout. Parce que ça n'apporte rien à ma candidature en tant que recruteuse aujourd'hui. Donc en anglais, on dit kill your darlings, ça veut dire il faut faire un tri dans vos expériences et ne mettre que celles qui sont intéressantes et significatives par rapport à l'offre à laquelle vous répondez. Et quand je dis ne mettre que celles-là, ça ne veut pas dire laisser des trous dans votre CV, ça veut dire minimiser les expériences qui ne sont pas directement corrélées, intéressantes pour le poste. Vous les mentionnez en une ligne et développer celles qui sont le plus intéressantes. Et quand je dis le plus intéressante, ça peut être les dernières expériences. Imaginons que vous retourniez sur des fonctions que vous avez eues il y a plus longtemps. Ça peut être des expériences plus anciennes, mais qui sont plus intéressantes pour le poste. Donc, c'est vraiment important de se dire, dans mon parcours, quelles sont les expériences qui sont le plus intéressantes pour le poste auquel je suis en train de postuler, mettre ces expériences-là en valeur et minimiser les autres. J'ai vu qu'il y avait une question. Hop. Donc, les trous sont acceptés dans le CV ENEL. Ouais, je pense que j'ai répondu juste après, en fait. Alors, réponse en 2 temps. Les entreprises néerlandaises et les recruteurs néerlandais sont beaucoup moins sensibles aux trous et aux changements de direction de carrière, de manière générale. Je généralise un petit peu, mais de manière générale, ils y sont moins sensibles que les recruteurs français. J'ai modifié ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous ne laissez pas des trous, vous minimisez les expériences qui sont le moins intéressantes. Elles existent sous la forme d'une ligne. De telle année à telle année ou de tel mois à tel mois, j'ai fait ça. Justement pour éviter de laisser des trous. OK? Ce qui est le plus important et ce qui va vraiment faire la différence, c'est de donner des exemples précis et si possible tangibles dans vos expériences et dans le profil de votre CV. Pourquoi c'est important? Si vous ne donnez que des descriptions de postes, par exemple en charge de, responsable de, etc.,
toutes les personnes qui ont tenu le même poste que vous peuvent donner exactement la même description. Du coup, vous ne sortez pas du lot. L'intérêt de votre CV, c'est de vous faire sortir du lot et de déclencher l'envie chez le recruteur de vous proposer un entretien. Si vous êtes un CV parmi 10 autres qui disent la même chose, vous ne sortez pas du lot. Pourquoi est-ce on vous proposerait un entretien plutôt qu'à quelqu'un d'autre? Et ce qui va vous faire sortir du lot, c'est ce qui vous appartient, c'est-à-dire vos résultats, vos réalisations. Donc quand je dis résultats et réalisations, on pense toujours résultats chiffrés. Donc, c'est souvent facile pour les personnes qui travaillent dans la vente, par exemple, parce qu'elles vont dire augmentation du chiffre d'affaires de temps, développement du portefeuille client de temps, de grands comptes, etc., etc. C'est effectivement le plus simple. Mais vous pouvez aussi donner des résultats qualitatifs. Vous pouvez, par exemple, dire que vous avez, en tant que, par exemple, responsable RH, vous avez, au moment du Covid, maintenu l'engagement de l'ensemble des équipes en mettant en place des entretiens quotidiens ou hebdomadaires, peu importe, qui ont permis de détecter les signaux faibles de désengagement, ce qui a permis à l'entreprise de ne pas perdre de salariés pendant les confinements et de ne pas perdre de chiffre d'affaires, par exemple. Ça, c'est un résultat qui est qualitatif. Ce que vous avez mis en œuvre et ce qui se mesure, c'est pas un pourcentage, c'est pas un chiffre d'affaires. Donc, essayez pour chacune de vos expériences de penser à, je ne sais pas, un projet auquel vous avez participé qui a été particulièrement réussi, un client particulièrement difficile que vous avez réussi à garder. Vous avez travaillé dans un service client, à quel moment ou comment vous faisiez ou comment vous réagissiez pour retourner la situation quand un client était particulièrement mécontent et menaçait, je ne sais pas, de donner un avis négatif sur les réseaux sociaux ou de ne plus jamais commander dans l'entreprise, etc., etc. Donc pensez à tout ça. Projet, réalisation, mise en œuvre, tout ce que vous avez fait, vous, avec une équipe, hein. Il ne s'agit pas de dire moi, j'ai réussi ça, j'ai fait ceci, mais ce que vous avez fait avec les responsabilités qui étaient les vôtres et les résultats que vous avez obtenus, et essayer de les formuler en une phrase pour pouvoir les mettre en regard des expériences dans lesquelles vous avez eu ces résultats-là. Et comment choisir les exemples? Eh ben, par rapport au poste auquel vous êtes en train de répondre. Il ne s'agit pas de donner des résultats dans chacune de vos expériences. Encore une fois, les expériences qui sont moins intéressantes, vous les mentionnez vraiment sous la forme d'une ligne. Et pour les expériences que vous avez qui sont vraiment intéressantes pour le poste, essayez toujours de donner un ou deux résultats pour montrer comment vous avez fait la différence, en fait. C'est ça qui est important. Comment vous, vous avez fait la différence quand vous teniez ce poste. Comment vous, vous avez tenu le poste. Et bien entendu, les résultats que vous donnez ne doivent pas être des résultats confidentiels. C'est-à-dire, n'allez pas dévoiler des secrets de l'entreprise ou des choses qui n'ont pas été communiquées, etc. OK? Est-ce que à ce stade, c'est toujours clair pour vous ou est-ce qu'il y a des questions ou des doutes? Dites-moi dans le question-réponse. Alors, dans le chat, on me dit c'est clair, toujours clair. OK, nickel. Claire, un CV en général, quoi. Ben oui, enfin un CV en même temps, on va pas. Ok. Claire, 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 Claire. Ok, c'est bon, on y va. On continue, pas de questions. Ok. Donc, une fois que vous avez fait ce qu'on a décrit depuis le début, c'est-à-dire le titre, éventuellement un sous-titre, le profil, la partie expérience, on en arrive à la partie éducation, formation. Alors, si vous êtes jeune diplômé, vous pouvez mettre votre formation avant vos expériences. Vous venez d'être diplômé ou vous avez vraiment très peu d'expérience, vous êtes très très junior, vous pouvez éventuellement vous pouvez mettre votre formation, votre éducation avant vos expériences. Mais à partir du moment où vous avez quelques années d'expérience, votre éducation, votre formation viennent après votre parcours professionnel. Les compétences linguistiques, informatiques, les certificats, etc. Alors, je veux juste vérifier ce que je dis après. Voilà, ok. Tout ça, ça vient à la fin du CV. En tout cas, compétences linguistiques, informatiques, en tout cas, les hobbies et les centres d'intérêt viennent à la fin. Par contre, tout ce qui est compétences linguistiques, compétences informatiques, certificats, etc., si c'est un prérequis pour l'offre, vous pouvez tout à fait le mentionner, comme je disais tout à l'heure, en sous-titre de votre CV. Imaginons, vous postulez pour un poste de Customer Service
parlant français, vous pouvez très bien mettre dans le sous-titre que que vous parlez couramment français. Parce que c'est un prérequis, donc vous avez envie de répondre dès le début à une question qui est importante pour le recruteur. Pareil pour des qualifications, ça peut être, je ne sais pas, des certifications ou des compétences en développement, par exemple. Bah, vous voulez mettre tous les langages que vous maîtrisez, ou en tout cas ceux qui sont demandés dans l'offre d'emploi. Vous pouvez les mettre en sous-titre, si c'est vraiment important et que c'est un prérequis. Sinon, vous les laissez à la fin du CV. Pareil pour les certificats, etc. Les hobbies et les centres d'intérêt sont spécifiquement importants, ou en tout cas intéressants aux Pays-Bas. Alors, je sais qu'en France, on commence à s'y intéresser aussi. Mais aux Pays-Bas, c'est vraiment quelque chose qui est valorisé. C'est-à-dire qu'en gros, les recruteurs ont envie de savoir qui vous êtes derrière les compétences que vous mettez en avant. Donc, pendant l'entretien, les questions interdites sont les mêmes aux Pays-Bas qu'en France. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de vous demander vos origines, votre âge, votre statut marital, vos enfants, etc., etc. Toutes ces questions-là sont des questions qui sont interdites, qu'on ne doit pas vous poser en entretien, y compris sur le chemin entre l'accueil et le bureau où vous allez passer l'entretien. C'est déjà la période de l'entretien. Le recruteur n'a pas à poser ces questions-là. Donc, vous n'avez pas non plus à mettre sur votre CV, évidemment, ni votre âge, ni vos dates de naissance, ni votre statut marital, ni le nombre d'enfants, ni vos origines, etc., etc. Tout ça n'a rien à voir avec vos compétences. Néanmoins, pendant les entretiens, le recruteur ou la recruteuse a envie de savoir un peu qui vous êtes en dehors du travail. Donc, souvent, ils sont intéressés par ce que sont vos centres d'intérêt, ce que sont potentiellement vos hobbies ou vos engagements bénévoles. Et ils peuvent vous poser des questions là-dessus, genre qu'est-ce que vous faites quand vous n'êtes pas au travail? Est-ce que vous pratiquez un sport ou est-ce que vous aimez quelque chose en particulier? Donc tout ça, vous pouvez le mentionner sur votre CV si ça a du sens pour vous. C'est-à-dire qu'en général, on voit sur les CV le triptyque fatal qui est cinéma, lecture, voyage. Tout le monde l'utilise, ça sert absolument à rien, ça ne veut rien dire de vous. L'intérêt de la partie hobbies, c'est de montrer un peu qui vous êtes, vous, en tant que personne. Donc, ce que je dis toujours, c'est que si vous trottinez 3 km le week-end, ne dites pas que vous faites du running. En revanche, si vous courez, si vous faites des courses, si vous courez des semi-marathons, si vous faites des trails ou même régulièrement des 10 km ou des marathons, etc., là, mettez que vous faites du running. Moi, j'avais une cliente qui avait son brevet de pilote de planeur et elle ne le mettait pas sur son CV. Ce qui est dommage parce que bah, forcément, ça la fait sortir du lot. Il y a quand même peu de gens qui ont cette capacité-là. Et puis, ça en dit pas mal sur elle en termes de son attitude par rapport au risque, son attitude par rapport au stress, etc. Donc, tous vos hobbies n'ont pas à servir vos compétences. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé d'avoir des hobbies qui démontrent que vous résistez bien au stress, que vous n'avez pas peur du danger, etc., etc. C'est pas ça la question. C'est juste, qu'est-ce qui a de l'importance ou a du sens pour vous en dehors du travail et qui fait que vous pouvez en parler. Par exemple, si vous êtes passionné du cinéma italien des années 60, bah, marquez-le. Si vous êtes capable d'en parler avec un peu d'animation, mettez-le. Si vous n'avez pas de hobbies qui méritent, entre guillemets, d'apparaître sur votre CV, c'est pas la peine d'en inventer. Mettez des choses qui ont vraiment du sens pour vous. Et si vous avez des activités bénévoles, marquez-le. Ça, c'est toujours quelque chose qui est apprécié par les recruteurs de manière générale. Oui, le CV peut tout à fait faire 2 pages aux Pays-Bas. C'est absolument pas un problème. Après, il faut que ce soit cohérent. Je dis que c'est pas un problème. Si vous avez 2 ans d'expérience, un CV doit tenir sur une page. Si vous avez 10 ans, 15 ans d'expérience, évidemment, vous pouvez passer sur 2 pages. C'est pas du tout rédhibitoire. Au contraire, on préfère avoir un CV qui est cohérent, qui vraiment nous dit des choses importantes sur la personne, plutôt qu'un CV en une page où tout est serré, c'est écrit tout petit, on n'a pas envie de le lire, etc. Donc, ouais, 2 pages sans aucun problème. Alors, pourquoi je te parlais tout à l'heure des mots-clés? Je vois qu'il y a une autre question. Alors, pourquoi il ne faut pas mettre la date de naissance? Parce que la question, c'est, je retiens qu'il ne faut pas mettre la date de naissance sur le CV. Euh, la réponse, c'est que tout ce qui vous concerne, vous en tant que personne, date de naissance,
statut marital, nombre d'enfants, n'a ne joue aucun rôle sur vos compétences. Or, recrutement doit être fondé sur vos compétences, sur ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Or, que vous ayez 25 ans ou 40 ans, vous allez apporter une expérience différente, mais ça se voit dans votre parcours. Vous allez potentiellement apporter une expérience différente d'ailleurs, et ça se voit dans votre parcours. Votre âge n'a rien à voir avec vos compétences. Par ailleurs, l'âge, le statut marital, la religion, l'appartenance politique, le genre, les préférences sexuelles, etc., font partie des critères discriminatoires en France comme aux Pays-Bas. C'est-à-dire qu'un recruteur ou une entreprise n'a pas à vous poser de questions sur un de ces sujets. Donc, en toute logique, ils n'ont pas leur place sur le CV non plus. Alors, je vois qu'il y a une autre question. Les diplômes français doivent-ils être transcrits en néerlandais? Oui, parce que sinon, ils ne savent pas de quoi vous parlez. Et c'est dommage du coup. Donc oui, oui, il faut les transcrire. Il faut voir les équivalents néerlandais et mettre l'équivalent néerlandais pour qu'ils sachent quel niveau d'études vous avez et que ça leur que ça leur donne une indication. Par ailleurs, puisqu'on parle de ça, les classes prépa, ils savent pas ce que c'est ici, donc c'est pas forcément la peine de les mentionner. Et pareil pour les grandes écoles en fait. Ils savent pas non plus forcément ils savent pas ce que c'est, donc c'est pas la peine de mentionner. Enfin, c'est pas que c'est pas la peine de les mentionner. Vous mettez que vous avez un niveau master par exemple ou un niveau de licence, mais c'est pas la peine de marquer que c'était via des classes prépa, etc. Et les diplômes anglais, alors en général les diplômes anglais ils savent ce que c'est, mais ça peut valoir la peine quand même ça dépend un peu du poste, mais ça peut valoir la peine de préciser ce que ce serait pour un diplôme l'équivalent d'un diplôme néerlandais. Les équivalences de diplôme, est-ce que j'ai un site? Oui, il faut aller sur le site qui s'appelle Nufic. Alors, je pense que c'est Nufic ou peut-être deux F. Mais sinon, une recherche Google sur, même en français, une recherche Google sur équivalent diplôme français aux Pays-Bas, vous allez trouver Nufic va vous donner toutes les indications. OK, pour les diplômes. Donc, tout à l'heure, alors ça déclenche beaucoup de questions. Le chat me dit, et les diplômes anglais, et ensuite on me dit quoi? Oui, voilà. Reconnaissance des diplômes. Merci François. Et je vois que j'ai des questions. Avez-vous cet internet plus équivalent? Ça a été répondu. OK, je vois qu'il y a des réponses qui ont été données. Donc, allez-y. Voilà. OK. Alors, on continue avec qu'est-ce qu'un ATS et la lisibilité du CV. Tout à l'heure, j'ai parlé des mots-clés quand je vous ai parlé du fait qu'il fallait un CV par offre. J'ai en particulier mentionné les mots-clés. Pourquoi c'est important d'utiliser les mêmes mots-clés que dans l'offre? Parce que la première chose qui va lire votre CV, c'est rarement un humain, c'est un ATS. Un ATS, c'est Applicant Tracking System. C'est un software, c'est un logiciel qui permet aux entreprises de trier les CV avant que ça arrive au recruteur ou à la recruteuse. Et comme tout système informatique, il est paramétré pour un certain nombre de choses. Donc, il est paramétré pour des mots-clés en particulier. Et il va lire votre CV et il va voir si les mots-clés pour lesquels on l'a paramétré sont dedans ou pas, et va retenir ou pas votre CV à partir de ça. Quand vous recevez une réponse automatique dans l'heure qui suit l'envoi de votre CV à une entreprise, vous pouvez être sûr que c'est un ATS qui a répondu et que ce n'est pas un humain qui a lu votre CV. Donc, c'est vraiment important de se poser la question de quels sont les mots-clés de l'offre et de les utiliser dans votre CV. Par ailleurs, dans la lisibilité de votre CV, les ATS sont plus ou moins agiles avec les blocs de texte différents que vous utilisez pour faire un CV qui soit avec des colonnes, qui soit harmonieux, etc. Il est plus ou moins agile avec les pictogrammes ou les échelles de valeur ou avec les tableaux, les schémas, etc. Donc, le plus intéressant pour vous, c'est de faire un CV qui est simple dans sa mise en page, de façon à être sûr
que l'ATS va avoir accès aux informations importantes. Si vous utilisez des pictos, par exemple des drapeaux pour dire que vous parlez français, et que l'ATS a été paramétré pour détecter si vous étiez fluent in French, bah, le drapeau, il ne le verra pas, par exemple. Donc, il ne va pas forcément comprendre que vous avez le bon niveau de français. Donc l'idée, c'est, je sais que c'est joli de mettre des pictos partout, ça fait un CV qui est plus agréable à voir, mais vous devez passer l'étape de l'ATS pour arriver jusqu'à un humain qui va lire votre CV. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un CV plutôt simple, aéré, facile à lire, pas avec des groupes et des colonnes dans tous les sens, bien organisé et qui utilise les mots-clés qui sont utilisés dans l'offre. Ça, c'est super important. Alors, les cas particuliers, comme je n'ai pas d'heure devant moi, je ne sais pas où j'en suis au niveau du timing. Hop, ok, on a largement le temps, a priori. Les cas particuliers. Donc, tout à l'heure, on parlait des trous dans le CV. Si vous avez une interruption dans votre parcours, quelle qu'en soit la raison, je conseille toujours sur le CV de ne pas essayer de cacher les choses, c'est-à-dire de ne pas essayer de faire durer des expériences plus longtemps que ce qu'elles ont duré pour cacher un trou, etc. Comme je disais tout à l'heure, de manière générale, les entreprises et les recruteurs aux Pays-Bas sont moins sensibles au parcours en zigzag, au parcours atypique, aux trous, etc. Ça ne veut pas dire que ça leur pose pas de problème. Ça peut poser un problème, ça peut poser question en tout cas. Plutôt qu'un problème, c'est plutôt question. Donc, l'idée, c'est dans le profil ou dans le résumé du CV, d'essayer d'expliquer si quelque chose dans votre parcours peut poser question, d'essayer de répondre à l'objection avant même qu'elle ne soit formulée par le recruteur. Donc, si vous avez des trous, essayez de dire pourquoi, si c'est possible. Par exemple, si c'est que vous avez, je sais pas, vous avez été expatrié dans un pays dans lequel vous n'aviez pas de visa de travail parce que vous étiez conjoint ou conjointe accompagnante, mettez-le dans ce cas-là, même au-delà du profil, vous pouvez le mettre directement dans les expériences en disant telle date à telle date, expatriation, je ne sais pas, à Singapour par exemple, et là, pas de visa de travail. Donc voilà, ça explique un trou dans le CV. Si vous avez été malade ou si vous vous êtes arrêté pour vous occuper des enfants, vous pouvez mettre que c'était une pause parentale. Si vous avez été malade, vous mettez pour raison personnelle. À aucun moment, vous n'êtes obligé de dire la raison de votre arrêt de travail, surtout si c'est une maladie, et spécifiquement si c'est un burn-out, mais surtout si c'est une maladie. Vous n'avez pas, à aucun moment, vous ne devez, c'est-à-dire ce n'est à aucun moment une obligation de dire pourquoi vous avez été absent. Ça peut être un choix de votre part de le mentionner, c'est un choix personnel, mais ce n'est jamais une obligation. Et un recruteur ne peut pas vous demander la raison de votre absence. En gros, si la personne a envie de savoir si vous avez été malade et qu'elle creuse de ce côté-là, ben, vous n'êtes pas obligé de lui répondre. Parce que ces questions sont illégales, en fait. C'est partie aussi des critères de discrimination qui sont interdits. Donc, dans votre CV, vous pouvez soit le mentionner dans le profil, dans le résumé au tout début, en une phrase, après X années ou X mois d'interruption pour telle raison. Aujourd'hui, je suis prêt ou prête à mettre telle et telle compétence et telle expérience au service du poste 2 dans l'entreprise machin. Et vraiment essayer de le régler le plus simplement possible, c'est ça. Et l'idée, c'est de, comme je disais tout à l'heure, de vraiment mettre l'accent sur vos compétences et ce que vous allez apporter à l'entreprise. C'est-à-dire quel type de résultats vous avez obtenu dans vos expériences antérieures qui démontrent qu'aujourd'hui, vous avez ce qu'il faut pour tenir le poste. Parce que les accidents de parcours, pour les mentionner au sens large, euh, ne sont pas significatifs dans votre expérience et vos compétences. Ce qui est important pour l'entreprise, c'est qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour elle aujourd'hui. Et c'est ça que vous voulez mettre en valeur sur votre CV systématiquement. Le reste, c'est pas forcément un détail, parce que si vous avez été absent de l'emploi pendant longtemps, c'est pas un détail, mais essayez de régler l'histoire en une phrase ou deux et de mettre en valeur vos compétences. Donc j'ai vu qu'il y avait des questions. Hop. Un modèle de CV, j'en ai pas sous la main, donc je vais pas pouvoir vous en montrer.
Je suis désolée. Je peux demander à ce qu'on vous envoie des modèles de CV avec le replay, mais c'est pas forcément le truc le plus intéressant, le modèle du CV. À partir du moment où vous avez la structure, vous avez ce qu'il faut en fait. Par contre, il y a beaucoup de recruteurs qui posent ce genre de questions illégales. Oui, alors en effet, et c'est pas toujours facile d'y répondre. Et tout le monde n'est pas d'accord sur la façon d'y répondre non plus. Alors, l'autre jour, j'ai vu un post LinkedIn qui disait si la réponse à la question illégale vous est favorable, vous pouvez répondre. Si ça vous est défavorable, ne répondez pas. Il n'y a pas de réponse facile à cette question. C'est-à-dire, le recruteur vous demande votre âge en entretien parce qu'il sent que vous avez, je ne sais pas, plus de 50 ans. Et ben, vous n'avez pas à lui répondre, mais c'est compliqué de dire à un recruteur, ben, en fait, cette question est illégale, je refuse d'y répondre. Alors, il y a la version réponse avec de l'humour. Ben, je pense que vous voyez bien, d'après mon expérience, que j'ai plus de 25 ans. Ça, c'est une réponse avec de l'humour. Il y a la version réponse un peu plus sérieuse qui dit en quoi mon âge a de l'importance pour le poste. Ou une autre réponse possible, ça serait pourquoi est-ce que vous pensez que mon âge joue un rôle pour le poste? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inquiète? En gros, essayez de donner l'occasion aux recruteurs de ne pas poser une question illégale et de se rattraper en disant bah, parce que on a une équipe qui a une moyenne d'âge de 25 ans, donc on ne sait pas, etc. Et comme ça vous donne, vous, l'opportunité de rassurer la personne. Par exemple, en lui disant que vous avez déjà travaillé avec des équipes plus jeunes ou que vous avez déjà eu l'expérience d'équipes plus jeunes ou que vous avez l'habitude de côtoyer des gens plus jeunes, etc., etc. Ça, c'est pour la partie âge. La partie, est-ce que vous avez des enfants? Je ne vais pas pouvoir passer les 26 critères en revue, hein. Mais en gros, l'idée, c'est d'essayer de retourner la question pour que le recruteur vous dise en quoi le fait que vous ayez plus de 25 ans, que vous ayez des enfants, etc., a un impact sur vos compétences et d'essayer comme ça de répondre après à ce qui peut lui passer par la tête. Donc l'inquiétude, ça peut être que l'équipe est jeune, l'inquiétude, ça peut être que vous allez être absent ou absente pour vous occuper de vos enfants, etc. Sachant que la place de la famille et des enfants ici aux Pays-Bas est beaucoup plus valorisée qu'en France. Donc, en gros, c'est pas vraiment un problème de devoir s'absenter pour s'occuper des enfants parce que tout le monde le fait. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Alors, enfin, je simplifie un peu la situation, hein. Vous pouvez toujours tomber sur un recruteur qui est inquiet que vous ne soyez pas disponible, mais ça, on n'y peut pas grand-chose. D'ailleurs, ça m'amène à parler d'autre chose qui est aussi fondamentale dans les candidatures, c'est que la seule chose que vous maîtrisez, vous, en tant que candidat ou que candidate, c'est votre candidature. Vous ne maîtrisez pas le marché de l'emploi, donc les opportunités qui existent ou qui n'existent pas pour vous, d'une part. D'autre part, vous ne maîtrisez pas la bonne foi de l'entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise peut vous faire passer un entretien et décider de fermer le recrutement avant même de vous avoir donné une réponse pour plein de raisons différentes. Vous pouvez tomber sur une personne qui n'a pas été formée au recrutement, qui ne sait pas qu'il y a des questions interdites, qui ne sait pas mener un entretien. Vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Vous pouvez tomber sur une personne en entretien qui est de mauvaise humeur ce jour-là et vous ne pouvez pas y faire grand-chose non plus. Donc le truc, c'est vraiment de mettre le focus sur ce que vous contrôlez, c'est-à-dire la qualité de votre candidature, de votre CV, la façon dont vous vous préparez à un entretien, la façon dont vous pitchez votre expérience en entretien, mais vous ne maîtrisez pas ce que va faire la personne en face de vous. Et vous pouvez, par rapport aux questions interdites, essayer de préparer des réponses, euh, comme celles que j'ai essayé de vous donner jusqu'à maintenant. Mais si la personne a décidé de vous demander combien vous avez d'enfants et quel âge ont vos enfants, à un moment, la seule décision que vous avez, c'est je réponds ou je réponds pas. En revanche, si vous répondez ou que vous répondez pas et que vous avez l'impression que vous n'avez pas le poste à cause de ça, vous pouvez porter recours. Alors, c'est toujours très compliqué parce que c'est difficile de montrer que parmi plusieurs candidats, vous avez été discriminé, mais en tout cas, les options pour porter recours pour une discrimination existent aux Pays-Bas comme en France.
J'ai pas le lien là sous la main, mais en faisant vos recherches, vous pouvez aussi trouver où sont la meilleure façon de porter recours. Mais comme je disais, dans un pool de candidats, c'est compliqué de savoir si c'est ça qui vous a discriminé ou pas. Cela dit, voilà, vous pouvez préparer vos réponses ou essayer de les préparer à des questions qui sont a priori illégales en entretien. Hop, question. Les pauses carrières liées aux enfants est super défavorable aux Pays-Bas, est-ce vrai? Alors, je suis pas d'accord. Euh, je dirais que si je dois faire une comparaison France-Pays-Bas, la pause carrière aux Pays-Bas pour les parents sont bien mieux vues qu'en France. Je dirais même qu'aux Pays-Bas, globalement, spécifiquement les femmes qui retournent au travail sur un temps complet avec des enfants en bas âge vont être davantage jugées que les femmes qui prennent un temps partiel parce qu'elles ont des enfants en bas âge. Et les interruptions de carrière pour s'occuper d'enfants en bas âge sont... je ne dis pas que vous n'allez pas être relégué à des postes moins intéressants ou que vous n'allez pas avoir perdre en salaire par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas eu de trou dans son parcours, hein. Ça, probablement, enfin, ça existe aussi aux Pays-Bas. Mais le jugement qui va être porté sur votre carrière ou sur votre parcours va être différent et beaucoup moins difficile qu'en France, par exemple. C'est complètement OK pour une jeune maman, spécifiquement les mamans, de prendre du temps pour s'occuper des enfants en bas âge. Ça pose pas de problème de manière générale aux recruteurs et aux entreprises pour embaucher des personnes qui ont fait ce choix-là. Encore une fois, ça ne veut pas dire on va pas vous proposer un poste moins intéressant que ce que vous aviez avant ou un salaire moins intéressant, etc. Mais encore une fois, on ne maîtrise pas ce que l'entreprise a décidé d'avoir comme politique par rapport aux jeunes mamans ou aux jeunes parents. Ce qu'on maîtrise, c'est la façon dont on met en valeur ses compétences sur son CV. OK, c'est un peu la même chose pour les reconversions. Comme je le disais, de manière générale, les entreprises sont moins sensibles au parcours en zigzag et aux reconversions. Ça ne veut pas dire qu'on va vous accueillir à bras ouverts pour tout type de reconversion. Ça veut dire que si vous mettez bien en avant vos compétences transférables, c'est-à-dire les compétences qui viennent de votre ancien métier, que vous pouvez utiliser dans ce nouveau métier, si vous mettez bien en avant votre expérience et tout ce que vous avez apporté par rapport au poste, le fait que ce soit une reconversion sera moins un sujet que ça peut être en France. Et puis, par exemple, si vous avez essayé l'entrepreneuriat et que vous avez décidé de revenir au salariat, ça, c'est carrément pas du tout un problème en fait. Au contraire, les entreprises apprécient que quelqu'un ait tenté le coup, même si c'est pour se planter ou pour dire ben, finalement, c'était pas pour moi et je préfère revenir au salariat, c'est pas un problème en tant que tel. Donc voilà. Et pour tout ce qui est job hopping, c'est-à-dire le fait d'avoir enchaîné des parcours, des postes de façon assez rapide, c'est pareil, c'est pas forcément un problème. Alors le truc avec le job hopping, c'est qu'il faut essayer de l'expliquer quand même. Et qu'on peut pas l'expliquer en disant je m'entendais pas avec mon manager. Parce que si à chaque fois vous vous entendez pas avec mon manager, ça va plutôt être un red flag pour l'entreprise et le recruteur. Donc il faut essayer d'expliquer pourquoi vous avez changé de job. Ça peut être c'est parce que à chaque fois que vous avez décroché un job, c'était un CDD, que ce CDD n'avait pas vocation à devenir CDI. Donc voilà, vous avez mené la mission à bien et puis vous avez enchaîné avec un autre CDD pour surtout ne pas rester sans emploi. Ça peut être parce qu'il y a eu des restructurations dans l'entreprise. Ça peut être parce que vous avez bifurqué à un moment et finalement cette bifurcation ne vous convenait pas, donc vous préférez revenir à autre chose, etc. Donc essayez de trouver un sens à ce parcours que vous avez eu même si c'est une succession de postes de courte durée, parce que, encore une fois, enfin plutôt, je crois que je ne l'ai pas encore dit, mais le recruteur ne va pas ne va pas essayer de comprendre votre parcours parce qu'il va passer rapidement sur votre CV. C'est à vous d'expliquer en fait ce qui s'est passé et de toujours revenir à, mais voilà les compétences et les expériences que je peux mettre au service du poste auquel je suis en train de répondre. C'est à vous de faire ce travail-là. Si le recruteur doit décortiquer votre CV, votre parcours pour essayer de comprendre pourquoi éventuellement peut-être vous êtes la bonne personne pour le poste, vous perdez des chances d'avoir un entretien. Donc c'est vraiment un travail à faire directement sur le CV pour que ce soit le plus clair possible pour le recruteur et que dès la première lecture en fait du CV, ils se disent OK, cette personne est intéressante, j'ai envie d'en savoir plus et de la voir en entretien. Est-ce que jusque-là tout va bien ou est-ce qu'il y a des choses que je dois détailler, expliquer davantage?
Non, c'est bon, ok. Donc, je vous propose un petit bonus qui est la méthode STAR. Je ne sais pas si vous la connaissez. La méthode STAR, c'est une façon de présenter ses expériences et de présenter des résultats, des réalisations qu'on a eues. Alors, plus spécifiquement en entretien, c'est vraiment la méthode qui vous permet de répondre à une question qui serait formulée de la façon suivante, c'est-à-dire parlez-moi d'une situation dans laquelle, ou donnez-moi un exemple dans lequel vous avez, etc. Là, le recruteur vous demande, avec ce type de question, de détailler un événement, une réalisation, un succès, un projet que vous avez mené. Et il attend de vous que vous lui donniez une réponse la plus claire possible. Et la meilleure façon de donner une réponse claire, c'est d'utiliser la méthode STAR. La méthode STAR, c'est S pour situation, T pour tâche, A pour action, R pour résultat. Donc l'idée, c'est de dire quel était le problème de départ. En gros, ça va être ce que le recruteur vous demande. Et ensuite, quelles étaient vos responsabilités, ce que vous avez mis en œuvre comme action et quels sont les résultats obtenus. Je vous donne un exemple en anglais toujours à la slide d'après pour vous montrer comment vous pouvez présenter une expérience ou un résultat ou un projet lors de l'entretien. C'est un peu long de détailler ça sur un CV, puisque vous voyez, il y a quand même pas mal de choses qui sont mentionnées. En revanche, vous pouvez, sur le CV, en une phrase, résumer les activités et les résultats, pour donner un résultat ou une réalisation ou donner quelque chose de tangible par rapport à une expérience que vous aviez. Mais en entretien, vous pouvez utiliser cette méthode-là parce qu'elle vous permet de raconter une histoire et de dire ce que vous, personnellement, vous avez mis en œuvre pour obtenir les résultats que vous avez obtenus. C'est la meilleure façon de répondre à une question qui serait formulée, comme je le disais tout à l'heure, sous la forme de pouvez-vous me décrire une situation dans laquelle, pouvez-vous me raconter une fois où vous avez dû, etc., etc. Ça peut être pouvez-vous me dire, me décrire une situation dans laquelle vous avez fait face à un client extrêmement mécontent. Comment est-ce que vous avez fait pour retourner la situation et que le client quitte l'interaction avec vous de façon positive. Ben là, ça va être typiquement une question dans laquelle vous allez utiliser la méthode STAR pour décrire ce que vous avez fait, quelles étaient vos responsabilités et ce que vous avez fait pour obtenir que le client quitte l'interaction en étant satisfait et reste client de l'entreprise, par exemple. OK? Donc cette méthode-là, elle est assez connue. Vous allez la trouver décrite un peu partout sur Internet. Préparez-la pour des réponses en entretien. Donc, en gros, vous savez à quel poste vous répondez, quel type de réalisation vous voulez décrire et mettre en avant par rapport à ce poste-là. Préparez quelques situations, quelques réalisations que vous pouvez présenter sous cette forme-là. Parce que en entretien, c'est toujours compliqué, enfin ça peut être compliqué avec le stress et voilà, de trouver les bons exemples à donner. Donc à minima, préparez des exemples de réalisation, de réussite de projet, etc. Et racontez-les sous la forme de la méthode STAR avec les résultats chiffrés si vous pouvez ou avec des résultats qualitatifs comme je le disais tout à l'heure dans la présentation de vos réalisations sur votre CV. Est-ce qu'il y a des questions? On arrive à la fin de cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions sur la méthode STAR? Alors, je vois dans le chat, pas de souci. Quelqu'un doit quitter avant la fin, pas de problème. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, ok. Donc, on arrive à la fin. Donc, littéralement, ce qui nous reste à couvrir, c'est vos questions. Donc, des questions, pas de questions. Pour le cas des Marocains, Mohamed, le cas des personnes qui vivent, ouais, le cas des personnes qui vivent en dehors de l'Europe, c'est que vous devez avoir un permis de travail. Le site sur lequel il y a toutes les informations pour ça, c'est le site de l'immigration néerlandaise. Ça s'appelle ind.nl. Je vais le mettre ici. ind.nl, c'est le site de l'immigration et il y a toutes les informations sur les possibilités pour les personnes qui ont des nationalités non européennes. Je vois que j'ai une question. Hop.
Et la photo sur le CV. Alors, la photo sur le CV, c'est un choix personnel. C'est ni favorable ni défavorable. Dans les pays anglo-saxons, par exemple, c'est interdit de mettre la photo sur son CV. Ici, aux Pays-Bas, c'est ni favorable ni défavorable. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que quasiment 100% des recruteurs, en voyant votre CV, vont aller directement chercher votre profil LinkedIn. Et sur votre profil LinkedIn, il y a de fortes chances pour qu'il y ait votre photo. En tout cas, je vous conseille de la mettre parce que LinkedIn favorise les profils qui sont complets et la photo fait partie d'un profil qui est complet. Donc, je vous conseille de mettre une photo sur LinkedIn et le recruteur va très probablement aller vous voir sur LinkedIn. Donc, vous la mettez pas, c'est un choix personnel. En parlant de LinkedIn, je vais juste vous mettre dans le chat euh, mon nom parce que si vous voulez avoir des infos sur la recherche d'emploi aux Pays-Bas de manière générale, euh, hop là, je vais envoyer trop vite. Donc, mon nom de famille, je vous le remets. Je vous conseille de vous connecter avec moi sur LinkedIn parce que je partage énormément d'informations sur la recherche d'emploi aux Pays-Bas, sur les événements autour de la recherche d'emploi, sur enfin voilà, tout ce qui tourne autour de la recherche d'emploi et de la carrière, en particulier aux Pays-Bas, mais pas que. Vous le trouverez sur mon profil LinkedIn. Donc, si jamais on n'est pas connecté, je vous invite à me rejoindre sur LinkedIn. Et il est 10h55. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de mettre fin à ce webinaire. Et si vous n'êtes pas inscrit pour les autres webinaires, il y en a un demain, un mercredi, où c'est à nouveau moi, et cette fois, ça sera sur LinkedIn, comment l'utiliser au mieux pour votre recherche d'emploi. Et il y a un webinaire encore jeudi et vendredi, et je vous conseille de les suivre, ou en tout cas de suivre les replays si jamais vous ne pouvez pas être là en live, parce que c'est vraiment euh, on ne voit pas le lien de votre LinkedIn. J'ai juste mis mon nom en fait. Il suffit de prendre mon nom, copier-coller dans LinkedIn, et normalement vous devriez arriver sur mon profil, vu que je suis la seule à m'appeler comme ça. Mais n'hésitez pas à vous connecter avec moi sur LinkedIn. Honnêtement, j'ai partagé des tonnes de carousels sur la meilleure façon de candidater. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt, j'espère.